La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Le Québec aime croire, depuis la fin de la Révolution tranquille, aime s'imaginer à la manière d'une société moderne et achevée, délivrée de son retard ancestral sur le reste des nations occidentales. Et donc, d'une certaine manière, le Québec serait une société enfin mature, délivrée de ses problèmes historiques. D'Arthur Buis à Jules Fournier, de Lionel Groulx à Victor Barbeau, en passant par Jean Lemoyne et François Hertel, la question de l'immaturité a pourtant occupé une place centrale dans la conscience historique canadienne-française. Elle se retrouve également chez les écrivains issus de la Révolution tranquille, dans des déclinaisons et des registres différents. Aujourd'hui délaissée, qui parle encore du Québec à la manière d'une nation immature, elle apparaît pourtant, peut-être, comme le fil d'intelligibilité de la condition québécoise. Cette semaine, à La vie des idées, je reçois l'écrivain Carl Bergeron, auteur de Voir le monde avec un chapeau, qui s'intéresse beaucoup à cette question centrale, justement, de l'immaturité comme fil d'intelligibilité de la culture québécoise. Pendant 1 heure, nous discuterons de la question de l'immaturité canadienne-française puis québécoise en s'appuyant principalement sur l'œuvre d'auteurs d'avant 1960, dont, et je tiens à le dire, plusieurs sont tombés dans l'oubli. Alors, ces auteurs ont-ils encore quelque chose d'essentiel à nous dire lorsque leurs noms eux-mêmes ne signifient plus rien pour la plupart d'entre nous? Comment peuvent-ils nous aider à mieux comprendre notre situation actuelle? Carl Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors, question première, question toute simple, que je soulevais en introduction. Le Québec d'aujourd'hui aime s'imaginer à la manière d'un peuple mature. Il reconnaît dans son passé un épisode d'immaturité, il se reconnaît une longue immaturité collective, mais normalement la Révolution tranquille vient dans l'imaginaire collectif dire que tout ça c'est terminé et on a trouvé essentiellement par l'affirmation collective, quelque chose comme une manière de se délivrer de l'immaturité. Et ce n'est pas votre sentiment. Qu'est-ce qui vous amène à croire que ce discours, cette compréhension de la condition québécoise sous le signe de l'immaturité demeure une question pertinente à poser sur notre condition collective? Dans Voir le monde avec un chapeau, j'avais avancé une notion de mon cru que j'ai appelée la fiction de la normalité, qui est un mythe qui était construit dans le sillage de la Révolution tranquille et de l'émergence d'une classe intellectuelle aussi, qui s'installait dans les universités, qui faisait tout un travail essentiel, je tiens à le dire, pour institutionnaliser la littérature, se doter d'institutions pour assumer une culture justement mature. Je l'ai appelé fiction de la normalité parce que il me semble, en tout cas lorsqu'on dépasse les apparences, qu'on s'intéresse aux œuvres, par exemple, en particulier dans le domaine du roman et le domaine de la pensée, où ce n'est pas possible de tricher, si je peux dire. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'être un caméléon de génie, contrairement dans des domaines plus flexibles, plus plastiques, je dirais plus légers à la rigueur, comme le théâtre, comme le cinéma, comme la chanson, où plusieurs des Québécois se sont illustrés. Et lorsqu'on s'intéresse à l'évolution du roman, à l'évolution de la pensée, on se rend compte que malgré les progrès matériels réels réalisés dans les 40 dernières années, qui pouvaient donner l'impression justement d'un accès à la maturité, dans les profondeurs de la culture, derrière les apparences, derrière les réalisations extérieures, est-ce que sur le plan intérieur, est-ce que c'était véritablement vécu, assimilé, intériorisé? Plusieurs des productions culturelles nous disaient que ce n'était pas le cas. Et par exemple, dans le roman, je pense c'est vraiment l'exemple le plus probant, lorsque Gilles Marcotte s'est intéressé au roman québécois dans les années 60, si je me souviens bien, le titre de son bouquin, c'était une littérature qui se fait. Il remarquait, justement, alors que le Québec entrait dans sa phase de modernité, il remarquait que les écrivains québécois, qui étaient, évidemment, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient pressés, eux aussi, d'accéder à la maturité, à la modernité, dans leurs œuvres, ne pouvaient s'empêcher, finalement, d'exprimer les symptômes d'une impasse profonde, ontologique, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Donc, autrement dit, c'est comme si l'accès à la modernité s'était fait pour nous, c'était fait en faisant l'économie d'une évolution souterraine des sentiments, des schémas psychologiques hérités de nos ancêtres.
Quand vous parlez d'une impasse, quelle est la nature de cette impasse que vous évoquez lorsque vous parlez de ces œuvres qui constatent une forme d'impasse collective, d'une impasse psychologique? Quelle est la nature de l'impasse dont vous parlez? Justement, pour reprendre les mots de Marcotte, reprendre son angle d'approche, Marcotte commence en faisant le constat que, premièrement, c'est que les romanciers, les écrivains québécois ont beaucoup de difficultés à représenter leur société. Et pourquoi ont-ils de la difficulté à représenter leur société? Ben, justement, c'est parce que c'est une société inachevée. Donc, oui, la situation, la condition matérielle des Canadiens français s'est beaucoup améliorée, mais lors de la Révolution tranquille, c'est l'arrivée au pouvoir, entre guillemets, des francophones, mais c'est un pouvoir quand même provincial, il faut le dire. Une émergence d'une bourgeoisie nationale qui se fait progressivement et qui atteint son apogée dans les années 70-80 avec le Québec Inc. Mais tout ça est très, très récent et n'a pas encore été véritablement intériorisé par des écrivains, des intellectuels, souvent, de toute façon, qui feraient dans des milieux parallèles, périphériques, par exemple dans des institutions scolaires, d'enseignement. Ils n'ont pas accès nécessairement à la vie qui grouille, au struggle for life, comme disent les Anglais. Donc, ils n'ont pas cette traction, cet accès immédiat au réel qui se fait et qui leur permettrait de représenter globalement leur société. Donc, oui. Poursuivez. Donc, première chose. Donc, c'est une impasse qui tient, premièrement, au statut de la société québécoise, au statut objectif, donc social, politique. La deuxième chose, c'est que c'est une impasse qui tient apparemment à une immaturité encore psychologique profonde. Et c'est là que c'est beaucoup plus dérangeant. Donc, c'est une chose d'admettre que le Québec est une petite société. Bon. Oui, la question de l'immaturité, normalement, on accepte assez généralement cette thèse lorsqu'on la pose politiquement. Oui. C'est-à-dire celle d'un peuple qui n'est pas indépendant ou qui peine à faire son indépendance, inconstant dans ses mouvements nationaux. Ça, le commun des mortels est prêt à l'admettre, ça se dit. Mais je crois comprendre que l'immaturité telle que vous la désignez, telle que vous la conceptualisez, touche des strates beaucoup plus profondes et d'une certaine manière beaucoup plus inadmissibles de la condition québécoise. Et voilà. Et c'est là que des mécanismes de déni extrêmement forts, extrêmement violents se mettent en marche pour nier justement le constat, un constat qui serait pourtant essentiel pour justement accéder à une maturité véritable. Alors, Marcotte, dans son analyse des romans canadiens, français et québécois, constate une chose qui a été constatée aussi par bien d'autres penseurs, bien d'autres écrivains qui sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. On va y revenir tout à l'heure, si vous le voulez. Et il diagnostique surtout, il affirme que l'immaturité canadienne-française se remarque notamment par son incapacité à représenter la femme aussi. Ça, c'est très intéressant. C'était aussi l'avis de Jean Lemoine, donc l'ami de Saint-Denis Garneau, qui avait signé un livre que je crois capital, qui s'appelle Convergence. Encore un livre qui n'a pas été vraiment réédité. C'est un classique, mais c'était un classique qui est tombé dans l'oubli. Ça, c'est vraiment une spécialité canadienne-française. On a des classiques, mais c'est des classiques qui tombent dans l'oubli, qu'on ne relit pas, qu'on ne commande pas, qu'on ne médite pas. Donc, Jean Lemoine avait consacré un essai au sujet, La femme dans la civilisation canadienne-française. Un écrivain plus contemporain, Michel Van Schendel, mais à l'époque, il était beaucoup plus jeune, donc des années 60, s'est beaucoup intéressé à la question aussi de la présence de l'amour dans la littérature canadienne-française. Donc, Marcotte reprend un constat qui a déjà été fait par des devanciers et constate que, pour sa part, il n'a pas vu avant, si je me souviens bien, je ne voudrais pas trahir sa pensée, mais il n'a pas vu avant Roland Giguère, je crois, dans Adorable femme des neiges. Avec Adorable femme des neiges, Marcotte affirme avoir vu la première représentation crédible d'un amour heureux, d'un amour solaire, érotique, joyeux, alors que jusque-là, dans les auteurs canadiens et français, dans leurs œuvres, ce qui se dégageait surtout de leur travail, c'était un amour malheureux, impossible. Et un amour malheureux, pas du tout dans la veine tragique. Non, même pas. Un amour avorté, un amour... Avorté, ennuyant. Oui, voilà, qui n'a même pas le prestige de la véritable tragédie. C'est simplement un amour avorté, médiocre.
Mais alors, permettez-moi de vous relancer. Donc, ce que je comprends de votre propos, c'est qu'on pourrait dire que la culture canadienne-française aurait peiné à représenter ce qu'on pourrait appeler les sentiments humains les plus fondamentaux. C'est-à-dire, voilà une culture qui ne parviendrait pas, si je vous suis bien, à institutionnaliser, à symboliser ces sentiments qui sont partout présents, on pourrait dire, qui traversent la condition humaine. Et si on ne parviendrait pas à les traduire culturellement de manière satisfaisante, et ça ne permettrait pas à l'homme canadien-français, pour reprendre la formule d'hier, à l'homme d'ici, pour reprendre la formule d'Ernest Gagnon, ça ne lui permettrait pas de s'émanciper véritablement. Exactement. Et Claude Jasmin, je crois que c'est au début des années 60, écrivait dans un texte, il écrivait qu'on commence à peine à découvrir l'amitié. Hein, puis ça, c'est début années 60. Donc, imaginez l'amour. Je pense que l'amour exige un niveau d'accomplissement, de maturité qui n'est pas à portée de main, disons, de la société canadienne-française et de la société québécoise naissante. Alors, donc, pour revenir à votre question, en effet, c'est comme si l'homme d'ici, pour reprendre le titre du livre de Ernest Gagnon, publié dans les années 50, qui était réédité au début des années 60. À peu près oublié, hein, soit dit en passant. La figure d'Ernest Gagnon, j'ai pas l'impression qu'elle est lue, méditée, discutée d'une manière ou de l'autre. Et pourtant, mais ça, c'est un personnage tout à fait fascinant de notre histoire culturelle. Nous allons encore une fois y revenir un peu plus tard, mais donc Ernest Gagnon dans L'Homme d'ici, Ernest Gagnon qui est un père jésuite, et qui appartient véritablement à l'élite des jésuites, donc à la belle partie, à la belle frange du clergé de l'époque, frange minoritaire, et j'ai besoin de le préciser, donc la frange éclairée. Et Ernest Gagnon, dans L'Homme d'ici, ce qui est amusant, c'est que il donne des gages aussi au thomisme, hein, qui est vraiment la doxa de l'époque, et si je ne m'abuse, il y a même une imprimature au tout début du bouquin, donc c'est approuvé par le clergé. Mais aujourd'hui, on appelle ça une subvention. Oui, voilà, exactement. Alors, et Ernest Gagnon, c'est alors je voudrais en dire quelques mots, c'est beaucoup plus qu'un prêtre, beaucoup plus qu'un religieux. C'est un homme habité par la transcendance, mais vraiment à la manière d'un ethnologue, d'un anthropologue. Hein, d'ailleurs, plus tard dans sa carrière, il deviendra très rapidement professeur à l'École des Beaux-Arts, je crois, deviendra un pôle intellectuel clandestin pour les peintres, notamment de l'époque, Bordua et tous les gens qui tournaient autour de Refus Global. Dès la sortie de Refus Global, Ernest Gagnon se prononce sur le manifeste. C'est quelqu'un aussi qui introduit justement un enseignement d'avant-garde à l'École des Beaux-Arts, qui s'est intéressé très tôt à Picasso, à Braque, à Matisse, et au surréalisme aussi, qui serait important pour le groupe des automatistes. Et donc, Ernest Gagnon, tout au fil de sa carrière, développe un immense intérêt pour les masques africains. Hein? Mais vraiment à la manière d'un anthropologue, d'un ethnologue. Il réussit à constituer, tout au fil de sa vie, une collection personnelle d'environ 400 objets, je crois, qui sera plus tard léguée au Musée des Beaux-Arts. Il y a donc une collection Ernest Gagnon qui existe, que les gens peuvent aller consulter, et qui est une des collections dans le genre, une collection importante en Amérique du Nord. Et donc, mais c'est vraiment par passion personnelle, par recherche personnelle. C'est vraiment un esprit libre. Mais il poursuivait des questions, donc à travers les masques africains, des questions intérieures, existentielles, transcendantales, dont il sentait bien que sa société ne pouvait pas se faire véritablement l'écho. Donc lorsqu'on lit L'Homme d'ici, son bouquin, donc à la fois, oui, bien sûr, son intérêt pour les cultures universelles, les cultures dites primitives. La part d'universel dans les cultures primitives. Exactement. On se rend bien compte que ce n'est pas tant des cultures primitives au sens péjoratif que des cultures premières. Oui, bien sûr. Et il cherche dans ces cultures premières une cosmogonie vivante, hein, donc un monde global vivant, où les fonctions de l'homme seraient respectées du plus bas au plus haut. Hein, donc, où il y aurait une hiérarchie, où il y aurait une communication vivante entre les différentes sphères de la vie. Pourquoi? Oui, bien sûr, par intérêt personnel, mais aussi parce qu'il constate dans sa société
que justement toutes ces aspirations fondamentales qui tiennent à l'âme humaine, hein, donc les aspirations spirituelles, sont interdites. Alors dans L'Homme d'ici, que j'ai devant moi, c'est un recueil de textes en vérité. Hein. C'était souvent des conférences qui faisaient à Radio-Canada. Il y avait une émission universitaire à l'époque qui s'appelait Radio-Collège, début des années 50. Donc, il a fait une centaine de communications. Certaines d'entre elles ont été reprises dans L'Homme d'ici. Et donc, dans L'Homme d'ici, il parle souvent du faux adulte. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, un être qui ne s'est pas institué. Et voilà, qui ne s'est pas institué, mais surtout, qui pour dissimuler en vérité son immaturité, jouera un rôle ubuesque, hein, de directeur de conscience. C'est toute la figure du paternaliste, au fond, hein, qu'on retrouve dans le clergé catholique de l'époque, mais qu'on retrouve aussi au niveau politique, au niveau familial, avec un père autoritaire, mais en même temps impuissant, hein, qui dissimule son impuissance derrière sa faconde, sa gouaille. C'est une gouaille qui tourne à vide, qui masque une impuissance qui masque une absence d'emprise sur la réalité, qui n'arrive pas à façonner. Donc, et le faux adulte, il est défini par son incapacité à ordonner, justement, vous parliez de sentiments fondamentaux. Donc, c'est comme si, au point de vue intérieur, dans l'âme, au point de vue de l'âme, finalement, la capacité d'ordonner les passions, hein, et de les articuler entre elles, les mettre en relation avec le monde extérieur, était anéantie, comme si cette capacité était anéantie chez l'homme d'ici, chez l'homme canadien-français. Donc, l'homme canadien-français, c'est un homme schizoïde qui vit dans un monde parallèle, fantasmatique souvent, et qui a besoin de compensation pour évacuer ce qu'il n'arrive pas à traduire concrètement par le langage. Donc, ça donne lieu, ça se traduit par toutes sortes de comportements déviants, des comportements toxiques, en tout cas qui ne sont certainement pas créateurs, à la fois pour ses proches, donc les gens qui l'aiment, sa famille, ses amis, son milieu immédiat, mais aussi au point de vue collectif, où c'est un peuple qui n'arrive pas à accéder à l'action créatrice. Donc, vous voyez, je peux vous en lire peut-être... Oui, bien sûr. Alors, donc, il s'agit d'Ernest Gagnon dans L'Homme d'ici, un livre qui n'a pas été réédité depuis une cinquantaine d'années. Alors, Gagnon... attendez un instant, je retrouve un passage. Je parle du mépris des passions étouffées par une morale infantile, or introduit chez le faux adulte un dualisme profond. D'une part, la nature, le corps, les passions et le monde nié globalement et rejeté comme dangereux. De l'autre, l'esprit, c'est-à-dire le sien, sa foi artificielle, sa morale infantile et Dieu, c'est-à-dire le sien. Donc, vous voyez, là, c'est très intéressant parce que on se rend compte que l'immaturité canadienne-française découle d'une conscience religieuse fausse, atrophiée. Hein. Puis chez plusieurs auteurs de cette époque, non seulement Ernest Gagnon, mais chez François Hertel aussi, chez Jean Lemoine, qui consacrait un texte important sur l'atmosphère religieuse au Canada français. Qu'est-ce qu'ils nous disent, tous ces auteurs? Ils nous disent tout simplement que, justement, c'est une société profondément cléricale, donc qui utilise la religion à des fins de contrôle social, de direction des consciences, d'étouffement des passions. Mais c'est une société, en vérité, qui est tout sauf religieuse. Mais alors, permettez-moi de vous amener, juste de vous faire bondir vers la Révolution tranquille un instant. On peut dire qu'avec la Révolution tranquille, la réflexion sur la religion, sur le religieux, a été tout simplement abolie ici. C'est comme si le fait religieux était un moment de notre histoire dont on s'était arraché, qui appartient à la préhistoire québécoise, et que dans une société moderne, le fait religieux ne serait rien d'autre que la spiritualité des uns et des autres, qui est un espace privatisé. Et est-ce qu'on peut dire que dans la thèse que vous soutenez d'une certaine manière sur la permanence de l'immaturité de l'homme québécois, de l'homme canadien-français, est-ce qu'il n'y a pas cette idée que, puisqu'on n'est plus capable aujourd'hui de poser cette question religieuse de quelque manière que ce soit, autrement que sous le signe de la spiritualité personnelle, eh bien, est-ce que cette absence de réflexion sur le fait religieux ne nous rend pas incapables d'une manière ou de l'autre de penser ce qui était, selon vous, notre immaturité collective, mais de la penser aujourd'hui? Oui, exactement, parce que la difficulté de l'homme d'ici, donc désormais l'homme de 2017, l'homme québécois, il vit dans une époque, justement, en Occident, affranchi du fait religieux. Donc, c'est tout le problème de l'homme canadien-français et de l'homme québécois, c'est qu'il est toujours l'esclave en même temps de l'histoire universelle, de l'histoire occidentale. Mais il ne vit pas au même rythme. C'est là tout son problème. C'est qu'intérieurement, il ne vit pas au même rythme que le reste des nations occidentales.
Oui, parce que je me permets de dire, vous lisez Ernest Gagnon, vous lisez François Hertel, vous lisez Victor Barbeau, des auteurs qui, premièrement, ont écrit il y a très longtemps, et deuxièmement, qu'on ne lit plus. Et lorsque vous les lisez, vous avez l'impression que ça parle de l'homme québécois d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont identifié des traits qui sont en fait des permanences culturelles ou des permanences spirituelles pour le meilleur et pour le pire de la condition de l'homme québécois. Autrement dit, il y a un savoir sur l'homme québécois qui ne nous est plus accessible, mais qui est enfoui dans cette littérature qui est disparue non seulement des rayons, mais des esprits. Oui, exactement, mais ça, c'est des phénomènes... En plus, une société qui n'aurait pas le luxe, en principe, de se priver de tout le savoir qui était accumulé à son sujet. Mais pour une raison qui tient, des raisons sociologiques. Hein. Il y a des élites qui se constituent à chaque 40 ans, disons, qui ont besoin d'un repoussoir, qui ont besoin de... c'est normal aussi qui avancent leurs préoccupations. Donc, il y a eu l'élite canadienne-française qui est évacuée ensuite, l'élite québécoise, la Révolution tranquille. Puis aujourd'hui, on assiste un peu à la même chose. Oui, qui est évacuée comme... L'élite postmoderne qui évacue, disons, le travail, les préoccupations de l'élite issue de la Révolution tranquille. Ils les ringardisent. Hein. C'est ça qu'on fait à chaque fois. À chaque 40 ans, on ringardise ce qui nous précède. Hein, on déclare que c'est loufoque. Bon. Mais en vérité, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans ces auteurs, puis il y en a plusieurs, hein, il y a Jacques Lavigne aussi, qui était un des premiers philosophes québécois des années 50, hein, qui posait la question déjà dans Le Devoir, disait, est-ce que nous avons une vie intellectuelle authentique? Hein, puis concluait que non, lui encore. Donc, pour dire une fois de plus que c'est une société prisonnière de son immaturité. Donc, c'est des auteurs qui, à mon avis, on ne peut pas se sacrifier parce qu'ils sont essentiels aussi pour comprendre la véritable démarche ensuite des auteurs de la Révolution tranquille. Hein, moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, dans la postérité de Gaston Miron, c'est qu'il est... on se rappelle souvent de lui désormais comme un militant de justice sociale. C'est ça que je trouve très triste parce qu'en vérité, Gaston Miron, c'était une démarche... extrêmement on l'a viscérale. transformé en simple militant alors que c'est une œuvre qui embrasse complètement le fait de la culture. Exactement, et c'est une figure, s'il y a une figure christique dans la culture québécoise, c'est bien celle de Gaston Miron, hein, qui prend sur ses épaules finalement toute la honte, l'immaturité, toute la boue du passé. Pourquoi? Pour les transfigurer. Hein, et ça, c'est le travail fondamental du poète, transformer la boue en or, transfigurer l'existence. Et c'est pourquoi le problème canadien-français s'exprimera avec le plus d'acuité, non pas dans le roman, non plus dans le domaine de la pensée, mais en poésie. Donc, les poètes de l'Hexagone des années 50, 60, issus aussi de la Révolution tranquille, ceux qui suivent, les Jean-Guy Pilon, les Fontaine, Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron et compagnie. Gaston Miron qui parle de l'homme rapaillé, mais Paul-Marie Lapointe qui parle du petit homme. Donc chacun a un peu sa formule pour parler de l'homme d'ici. Mais on peut facilement recouper les différents termes. Ça désigne toujours un homme diminué, finalement. Un homme diminué qui est incapable de consentir à l'existence, d'accéder au réel profond, au réel créateur. Mais quand vous évoquez ces auteurs... Si on fait l'économie des auteurs qui ont précédé, en fait, et qui poursuivent cette critique de l'immaturité depuis fort longtemps, depuis la fin du 19e siècle, comment peut-on replacer dans leur juste contexte les différentes démarches ensuite qui ont suivi lors de la Révolution tranquille? Mais alors, je reviens justement sur cette question de la Révolution tranquille. Quand vous évoquez ces auteurs, ces poètes qui nomment un homme mutilé, un homme diminué, un homme... limité d'une manière ou de l'autre, je devine qu'ils ne sont pas non plus dans cette espèce de fatalisme qui consiste à dire que nous ne nous en sortirons jamais. Non. Il y a chez eux, je devine, un espoir de refondation, mais cet espoir de refondation, bon, pour la plupart d'entre eux, on le sait, ils étaient indépendantistes d'une manière ou de l'autre, mais on devine que la refondation pour eux n'est pas que politique. Ou alors ils investissent une part sacrée et presque mystique dans la politique? Oui, puis on oublie à quel point, justement, la quête de l'indépendance peut représenter quelque chose d'extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est une forme de rédemption. Oui, exactement. Bon, vous savez la fameuse formule de Peggy, la mystique qui dégénère en politique. Ben là, nous en sommes là, justement. C'est que l'indépendantisme a dégénéré de mystique en politique. Et si on peut dire au niveau institutionnel, il agonise, enfin, il en finit plus d'agoniser après 2 défaites référendaires. Mais à l'époque, au tout début, c'était véritablement une mystique de rédemption. Hein, et c'est la raison pour laquelle tant d'artistes, ceux qui sont sur la ligne de front de l'activité symbolique, ont été interpellés en premier lieu. C'est pas parce qu'ils étaient aveuglés nécessairement, comme on a coutume
de le dire aujourd'hui dans l'arrogance des gens installés dans la petite réalité d'aujourd'hui, bien à l'abri, 40, 50 ans après. J'ai lu ça dans Le Devoir récemment. J'ai appris que tous ces auteurs-là, c'était des auteurs qui étaient dans une littérature dite engagée, donc inférieure. Alors, cette petite arrogance que je trouve absolument absurde, qui nous est d'aucun intérêt pour comprendre ce qui était véritablement en jeu à l'époque, et surtout pour respecter la diversité, l'intégrité artistique de leur démarche, la diversité des sensibilités, l'intensité, l'incandescence des débats. Alors, on arrive bientôt à la pause dans 2-3 minutes, mais je vous écoute et l'idée suivante me vient à l'esprit. Il y a des penseurs, des auteurs, des poètes qui constatent une immaturité profonde d'un peuple inachevé, inabouti. Chacun d'eux, à sa manière, espère, non pas simplement une réforme, mais une mutation de l'être, c'est-à-dire une forme de transformation de l'être intime de l'homme québécois pour qu'il advienne à lui-même. Il veut donc une forme de révolution intérieure qui est souhaitée. Et la lecture que vous faites après coup, lorsque vous regardez l'état de la culture québécoise aujourd'hui d'une manière ou de l'autre, c'est que cette mutation n'a pas eu lieu. Non, elle n'a pas eu lieu, mais ce qui m'inquiète encore plus que le fait qu'elle n'a pas eu lieu, c'est qu'on veut se faire croire qu'elle a eu lieu, quoi. Exactement. C'est justement d'institutionnaliser la fiction de la normalité et de la maturité, et surtout de se dissocier intérieurement pour de bon de cette souffrance. Hein, c'est ce que disait François-Albert Aranger, le Canada français qui ne connaît pas sa souffrance. Alors que justement, l'accès à notre souffrance qui nous est léguée, hein, quoi qu'on en dise, que ce soit par la mémoire familiale à la rigueur, c'est une souffrance qui nous est léguée. Elle est notre salut, hein, d'une certaine manière. Parce qu'elle est notre vérité. Elle est notre vérité. Et c'est en travaillant à partir de notre vérité que l'on peut être un peuple créateur. Plutôt que de vivre dans un monde de fantasmes, on se fait croire que toutes ces questions-là ont été résolues. Elles appartiennent à un passé désormais verrouillé. Le passé n'est jamais verrouillé. Alors, je vous impose une formule, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut dire que la culture québécoise aujourd'hui vit sur une forme de mensonge institutionnalisé? Bien sûr. C'est-à-dire, on se fait croire qu'on est devenu quelque chose qu'on n'est pas devenu, et on croit qu'on n'est plus ce qu'on est toujours par ailleurs. Oui, exactement. Et c'est ce que Gilles Leclerc, un auteur oublié, auteur de Journal d'un inquisiteur au tournant des années 50-60, appelait la mystification communautaire. Et la mystification communautaire était jadis l'apanage du clergé catholique. Aujourd'hui, toutes les élites qui se sont succédées au Québec ont reconduit d'une manière ou d'une autre la mystification communautaire, qui consiste à cacher justement l'immaturité collective et toujours à vivre dans ce mensonge, cette fiction qui est extrêmement tentante, hein, d'une maturité en toc qu'on a obtenue par des raccourcis qui nous confortent, mais qui sont de moins en moins, c'est une maturité fictive qui est de moins en moins, confirmée par le regard de l'extérieur, c'est-à-dire les étrangers. On vit dans un monde très ouvert en plus, donc beaucoup d'immigration, donc beaucoup de regards extérieurs qui désormais sont au cœur de la société québécoise. Est-ce que les Québécois ou les Canadiens français réussissent à bluffer les autres comme ils réussissent à se bluffer eux-mêmes? J'en suis pas convaincu. Et quand on dit de la culture québécoise qu'elle est néanmoins parce que c'est un terme qui revient souvent, d'une grande créativité, d'une grande liberté, tout le discours sur le Cirque du Soleil, tout ce discours-là laisse croire une créativité exceptionnelle. Vous n'y croyez pas? Ben, il y a une créativité réelle. C'est celle de l'enfant? Ouais, mais c'est la créativité du débrouillard, de l'inventif, mais de premier niveau. Alors, Carl Bergeron, pardonnez-moi, je suis mauvais gestionnaire du temps. Nous passons à la pause et nous revenons dans quelques instants pour reprendre cette discussion sur la part de la créativité dans la culture canadienne-française. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour une discussion avec Carl Bergeron sur ce qu'on pourrait appeler les penseurs de l'immaturité au Québec. Alors, c'est le grand thème de notre discussion aujourd'hui. La société québécoise aime se faire croire qu'elle est devenue mature, libre, pleinement achevée avec la Révolution tranquille. Et on constate aujourd'hui que il y a peut-être des permanences profondes, inquiétantes qui demeurent agissantes sur nous. Peut-être est-ce que derrière la fiction de la Révolution tranquille, une certaine condition diminuée continue de définir d'une manière ou de l'autre l'homme québécois. Et
dans cette discussion, nous nous sommes quittés à la pause avec une réflexion un peu abrégée sur la question de la fameuse créativité québécoise. Hein, parce que quand on parle de la société québécoise à l'étranger, d'une manière ou de l'autre, on célèbre cette créativité. On dit quel peuple exceptionnel, qui est capable de réinventer le Cirque du Soleil, qui a le talent des arts, qui a le talent de la scène. Carl Bergeron, je vais vous poser la question. Est-ce que cette créativité, elle est illusoire ou est-ce que c'est une espèce de créativité enfantine, une créativité d'une société qui se projette dans le divertissement? Que retenez-vous de ce discours contemporain très présent sur l'exceptionnelle créativité québécoise? Il faut dire une chose pour commencer, c'est que c'est une, comme je disais, c'est une créativité réelle, mais qui a l'avantage de coller à l'esprit du temps. En ce moment, là, en 2017, l'époque est prête à accueillir justement le léger, l'indifférencié. Le génie de l'époque est dans l'indifférencié. Si vous observez les idéologies à la mode, elles prônent toute l'indifférencié. Le refus des hiérarchies. Et ça tombe bien, parce que justement... Ça cadre avec la psychologie québécoise. Oui, c'est une psychologie québécoise problématique qui nous a toujours fait souffrir, mais en même temps, aujourd'hui, on vit dans une époque qui est prête à accueillir cette pathologie finalement canadienne-française et la traduire en succès. Et c'est vrai qu'on peut se débrouiller. Mais encore là, c'est une créativité de débrouillard. C'est une créativité de bricoleur, d'inventif, de patenteux, de gosseux, de bricoleux. Mais c'est une créativité qui n'est pas le signe, justement, d'un parcours historique surmonté. Et si, comme je le crois, enfin, le véritable génie dans le dépassement, justement, des atavismes hérités, le génie s'inscrit dans un long parcours historique qui dure depuis des siècles. L'artiste doit se faire le prophète justement de cette ascèse, de cette aventure, de cette grande aventure, hein, qui est une aventure intérieure. Et c'est à l'artiste, au poète, qui revient de résoudre ces contradictions fondamentales, mais qui sont souterraines. Et c'est de cette résolution que peuvent naître des grandes œuvres. Des grandes œuvres qui ne seront pas simplement destinées à susciter le buzz ou à créer des succès commerciaux ou des succès d'estime, les festivals chics, etc. Mais vraiment des grandes œuvres qui vont intégrer le canon occidental. Là, évidemment, je parle de la littérature surtout, qui est mon domaine, mais aussi parce que la littérature me semble être le lieu du combat. Parce que le problème canadien-français est un problème de langue, mais aussi un problème de langage. Et lorsqu'on creuse, comme le font les poètes canadiens-français québécois, le problème de la langue, on découvre le problème du langage, qui est le problème de l'ontologie, le problème de l'être. Et c'est là qu'on rejoint un Ernest Gagnon, qui était préoccupé par la question de la transcendance. Donc, si vous voulez, je peux une petite transition pour faire une lecture de Ernest Gagnon. Alors, qui nous parlait de la liberté intérieure. Alors, Ernest Gagnon, toujours dans L'Homme d'ici, les années 50. Paru en 1960, fin 50, pardon. Réédité tournant des années 60, voilà. Dans la belle collection, je dois dire, une de mes collections préférées de l'époque, collection Constant, collection HMH. La liberté intérieure est la première vertu de l'adulte. Au Canada français, nous sommes intransigeants là-dessus. Cependant, nous nourrissons un goût inavoué pour la soumission morbide. Soumission de faux adultes que nos vies ordonnées en fonction de la vie des autres. Soumission à l'opinion publique, démesurée chez nous, au journal, à la radio, à l'orateur de profession. Pensée standardisée, idée toute faite, d'un bout à l'autre du pays et même chez nos intellectuels, une fois brisé le vernis des mots creux. L'idéal semble être que tous pensent et disent la même chose, et autant que possible qu'ils l'expriment de la même façon. Passivité qui ignore les problèmes, qui n'affronte pas les obstacles, mais les contourne ou les retranche. Être d'emprunt. Être d'emprunt. Rien n'est à nous, ni nos idées, ni nos décisions, ni nos ardeurs, ni notre foi même. Rien de personnel, tout vient d'ailleurs et flotte en surface. Soumis au premier venu, débonnaires par répugnance, nous formons sous certains angles un groupement d'excellents seconds, ternes et obséquieux. Une passivité anormale sur tous les plans de la vie empêche la virilisation d'un peuple. Cette obséquiosité intérieure, c'est de l'hostilité rentrée, l'hostilité des faibles. Hein? Donc voilà, ça c'est Ernest Gagnon. Il poursuit sur plusieurs pages où il explique que cette hostilité nourrit une attitude d'éternel revendicateur.
d'éternel Mais outragé. effectivement, ces mots semblent bien convenir pour décrire une partie de la psychologie collective québécoise encore aujourd'hui. Ce besoin d'acclamation par l'opinion, ce besoin d'unanimisme morbide quelquefois qui vient faire taire toute singularité, toute dissidence. Et alors j'y viens, parce que justement à la page suivante, Gagnon parle justement de ce fou adulte qui refuse toute supériorité. Chaque fois qu'une tentative d'élévation qui vient d'une supériorité réelle, ça l'indigne, quoi. Il est complètement outragé. Donc, alors sur le fameux pour qui tu te prends. Et on le retrouve. C'est un vieux classique, la conscience canadienne française. Pour qui tu te prends, maudit snob. Bon, alors je cite Ernest Gagnon, éternel frustré. Il exige au moins, alors évidemment on parle de l'homme canadien français, de l'homme d'ici, éternel frustré, il exige au moins que les autres soient privés de leurs dû. Une classe sociale ne pensera qu'à ses droits et la classe opposée n'aura que des devoirs, une classe ou une race. Une personnalité qui commence à s'affirmer présente chez nous par ce seul fait un danger immédiat. Le sens le plus élémentaire du bien général exige qu'elle disparaisse, qu'elle aille réussir ailleurs, pas ici. Est-ce que je réussis, moi? Alors, vous voyez, et... pas seulement chez Ernest Gagnon. Là, vous avez un autre livre à la main qui est de... François Hortel. François Hortel, bien sûr. Un essai, écoutez, là, ça, c'est vraiment les années 30-40, un essai intitulé « Nous ferons l'avenir ». Alors voilà, je cite François Hortel. Donc ça, c'était peut-être, 15 ans avant Ernest Gagnon. François Hortel écrit « Notre bon sens est court. Nos ironies elles-mêmes portent souvent à faux. Nous nous gaussons volontiers de ce qui nous dépasse. Les vastes intuitions nous déconcertent et nous rions à gorge déployée des poètes, rêveurs et artistes, de tous ceux qui s'élèvent par leurs inquiétudes et leurs recherches au-dessus de l'esprit terre-à-terre de notre milieu. Nous serions hommes à récuser les génies les plus authentiques qui s'aviseraient de naître parmi nous. Vous voyez? Et ça, encore une fois, de mémoire, je ne l'ai pas devant moi, mais Gilles Leclerc, dans le journal de l'Universitaire, c'est la même chose. Il dit « Je ne donnerais pas cher de Socrate ou du Christ s'il revenait parmi la tribu canadienne française, quoique dans le cas du Christ, ça se termine jamais bien, dans le cas de Socrate non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'était des esprits qui étaient conscients jusqu'à la blessure. Mais alors, du refus de l'élévation, du refus de la supériorité dans leur société. Mais alors, vous identifiez ici des auteurs qui, pour l'essentiel, sont d'avant 60. Voilà. Néanmoins, leurs observations semblent encore pertinentes. Chez les auteurs d'après 60, je crois que vous avez Pierre Maheu aussi devant vous d'une manière ou de l'autre, sur cette idée d'un homme inachevé, d'un homme qui demeure au stade infantile de manière ou de l'autre. Ça habite encore la pensée, on pourrait dire l'époque du parti-prisme, l'époque de Parti pris, c'est une époque qui va pousser plus loin cette enquête sur la psychologie collective canadienne-française? Oui, Parti pris, ça c'est vraiment intéressant parce que, bon, Parti pris, les auteurs réunis autour de Parti pris adoptaient surtout une grille de lecture marxiste. Oui, mais en fait, c'est resté pour ça. Dans la conscience collective, Parti pris, c'est la conjugaison du marxisme et du nationalisme chez les intellectuels. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils recherchaient? On peut ne pas avoir d'affinité avec la sensibilité marxiste, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel ici. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ces auteurs de l'époque. Ils cherchaient à penser la société québécoise dans sa globalité. Donc, la fonction de l'économique, du culturel, du social, ses superstructures. Donc, ils cherchaient à replacer une société dans sa globalité pour la comprendre dans sa globalité. Mais ça naissait du même constat que de leurs devanciers, que la société d'ici était une société inachevée. Donc, ils n'arrivaient pas à accéder à une intelligibilité d'elle-même. Donc, si vous n'avez pas l'intelligibilité de votre situation, vous n'arrivez pas à représenter votre situation, comment pouvez-vous agir dans le réel? Et la grille de lecture marxiste est intéressante aussi pour ces jeunes partis pris parce que ils ressentaient une vive impatience, et puis on les comprend, d'être les héritiers d'une société ensommeillée, le long sommeil canadien-français, le long hiver de la survivance, et c'était des gens qui étaient pressés justement d'accéder enfin à une maturité quelconque, là, de sortir de la vieille impuissance, et donc d'où toutes ces précipitations dans le domaine révolutionnaire, si je peux dire, le désir de passer à l'acte. Donc, on se jetait sur la première révolution disponible pour sortir de son atavisme. Et à l'époque, il y avait tout le logiciel de la décolonisation, il y avait et c'était des jeunes qui étaient, et je les comprends.
je les comprends, ils étaient pressés de passer à l'acte pour résoudre les impasses qu'ils ne pouvaient plus supporter de ne pas trancher. Donc pour certains d'entre eux, effectivement, ça débouchait par un activisme révolutionnaire, le terrorisme felkiste. Mais quand on lit Parti pris, écoutez, c'est un travail absolument admirable. Hein. Chez Parti pris, Pierre Maheu, qui était un des penseurs les plus fins, je crois, de cette bande. Il y a un numéro que j'ai entre les mains en ce moment, décembre 1966, le bilan du cléricalisme. Donc, l'immaturité canadienne-française est soldée par un bilan du cléricalisme qui est le principal véhicule, disons, de l'immaturité séculaire canadienne-française. L'Église qui nous a maintenus dans un état d'infantilisme. Et plus Maheu décrypte les rouages du cléricalisme, plus il met à nu justement une conscience humiliée, une immaturité qui a été non seulement transmise, mais elle a été cultivée là, consciemment par les élites canadiennes françaises, comme s'il y avait eu un principe pervers qui avait réussi à prendre le contrôle de la société. Donc, il va sans dire que les dommages humains dont on parle peu aujourd'hui, mais on aurait intérêt à y revenir, il y a eu des dommages humains considérables sur nos gens au début, disons tout au fil de notre histoire. Et c'est quand même de ce substrat humilié, décati, atrophié, qui est surgi ensuite le peuple québécois n'a pas surgi tout à coup, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de ce substrat-là qu'on vient. Et Gilles Leclerc, la colère de Gilles Leclerc, hein, dans le journal d'un inquisiteur, qui est un pamphlet réédité il y a quelques années par Gilles Labelle. Oui, chez Lux en 2002. La colère de Labelle, pas de Labelle, pardon, de Leclerc. La lecture est un peu ardue du journal d'un inquisiteur parce qu'après 100 pages, on est un peu là de voir tous ces superlatifs, parce que Leclerc n'a pas beaucoup d'adjectifs. Bon, ça devient un peu lourd. Mais si on réussit à se déprendre, hein, parce qu'il y a un éditeur à l'époque, dans les années 50-60, les éditions de l'Arbre, je crois, qui n'avait pas fait son travail. Il aurait dû faire un grand élagage, forcer Leclerc à réviser son manuscrit. Bon, ça n'a pas été fait. Mais si on s'intéresse au fond, là, plutôt que s'attarder sur la forme, toujours s'indigner de la colère de Leclerc, ça me semble stérile. Mais si on s'intéresse au fond, on comprend pourquoi il est en colère. On comprend, et surtout, c'est que le fond est terriblement lucide, hein, sur justement je pense pas que personne d'autre que Leclerc a vu à ce point, a décrypté à ce point comment tous les rouages psychologiques de l'immaturité canadienne-française, toutes les interactions perverses avec les institutions. Hein, c'est une immaturité qui était à la fois intérieure mais aussi extérieure. Il y avait des relais, hein, qui s'occupaient de relayer, de cultiver cette immaturité et de maintenir les gens dans une immaturité chronique. C'était l'immaturité partout, là. Et il y avait la comédie de la maturité au niveau du pouvoir, au niveau des institutions, mais c'était ubuesque. C'est des institutions qui, en vérité, n'arrivaient pas à satisfaire les intérêts de la collectivité. Mais alors, il y a quelque chose de terrible dans votre propos, néanmoins. On dit souvent du Québec qui, avec la Révolution tranquille, qu'il annonce, ne s'est pas contenté de se transformer, d'évoluer, de progresser, mais qu'il a aboli tout simplement son expérience historique antérieure, comme s'il voulait lui-même, comme si le Québec de 60, c'était le Québec de l'année zéro. Il sortait de rien, puis il allait se réinventer à la manière d'une page blanche. Nous serions une société complètement à inventer, complètement à faire et non pas à transmettre. Si on suit votre hypothèse et on se dit, bon, fondamentalement, au cœur de la culture québécoise, il y a une impuissance fondamentale, il y a une incapacité, il y a une immaturité, eh bien, ça pose toute la question de l'héritage, c'est-à-dire quoi transmettre et de quoi hériter lorsque cette culture semble, selon vous, aussi délabré d'une certaine manière. Est-ce que ça ne pose pas de manière presque impossible la question de l'héritage? De quoi peut-on hériter dans une société, sinon de la douleur et d'une lucidité immense sur notre condition? C'est la raison pourquoi le Québec sera toujours vulnérable ou privilégiera toujours les idéologies à la mode. Aujourd'hui, en 2017, évidemment, il y a eu le multiculturalisme et tous ses dérivés, mais à l'époque, les années 70, c'était d'autres idéologies. À chaque fois, il y a une tentation de tourner le dos à cette expérience historique, somme toute pénible,
simplement s'immerger dans l'air du temps pour participer à ce qui se produit ailleurs, sentiment tout à fait légitime. Se dissoudre dans l'esprit de l'époque parce que nous n'avons rien, notre expérience ne nous conduit à rien d'autre qu'une forme de désespoir sur nous-mêmes. Oui, mais là, il y a une forme d'illusion très forte. C'est de s'imaginer que, justement, en s'immergeant dans l'air du temps, que nous serons délivrés ce qu'il faut. Les fantômes restent. Et la seule attitude adulte, justement, est de regarder en face les fantômes et de les vaincre. Et je crois que c'est pas impossible. Je crois au contraire que c'est très possible. Mais que ça revient, justement, aux contemporains, les vivants, d'assimiler tout l'héritage, de connecter aux strates profondes de l'expérience collective, d'accéder justement à cette souffrance, de la symboliser, de la transformer en savoir intelligible et transmissible, et en tirer des œuvres créatrices qui nous permettent d'accéder à des paliers de conscience supérieure. Mais ça, c'est vraiment la fonction, moi je crois, c'est la fonction prophétique de l'écrivain. Moi je pense véritablement à l'écrivain, c'est l'écrivain qui est le mieux placé, si je peux dire, pour faire ce travail. Il y a la peinture qui joue un rôle très important aussi dans cette évolution. Les peintres canadiens-français ont fait un travail tout à fait fondamental, mais pour donc la prochaine étape, qui est plus au niveau du langage, je crois que c'est à l'écrivain et en même temps au philosophe, parce que je pense que l'enjeu est double. Il se joue à la fois, parce que notre problème esthétique, notre problème littéraire est un problème ontologique. Donc, vous voyez, donc c'est à la fois l'écrivain et le philosophe, je crois, qui sont appelés qui sont concernés par ce problème, par cette aventure qui est une très grande aventure, parce que c'est une aventure qui plonge ses racines dans des siècles d'histoire. Mais vous imaginez ce que ça pourrait donner comme œuvre si les héritiers des Canadiens français arrivaient à intégrer les différents éléments de leur personnalité. C'est un héritage très riche, là, dont sont issus les Québécois, l'héritage français. Bon, par émulation, forcément, il y a eu aussi un héritage anglais, mais aussi l'occupation, je vous vois protester, Mathieu, il y a aussi l'occupation du territoire, l'inscription dans l'espace américain. Et donc, nos artistes, nos peintres, nos poètes ont tenté, chacun à leur manière, d'intégrer ces différents éléments. Est-ce que vous ajouteriez à cette liste des éléments ce qu'on appellerait notre héritage catholique, dans la mesure où c'est à travers lui qu'on a cherché à s'universaliser pendant longtemps? Le chanoine Groulx disait assez justement, dans son livre « Le Canada français missionnaire », il disait c'est à travers l'Église, finalement, que ce peuple a cherché à rejoindre le monde. C'est le paradoxe de l'Église dans notre histoire. C'est qu'elle nous enferme et en même temps, c'est à travers elle qu'on peut se libérer, à tout le moins pendant une période significative de notre histoire. Oui, mais c'était souvent compensateur parce que c'était ça, à défaut d'être autre chose. Puis, il faut dire aussi que que le Canada français, c'est son problème principal. C'est le constat aussi que faisait Hubert Aquin, pas engendrer de grands mystiques, pas engendrer véritablement de grands théologiens. Donc c'est le signe quand même irrécusable qu'il y avait un défaut d'authenticité, justement, dans la foi religieuse d'ici. Donc bien sûr, les structures de l'Église catholique ont permis justement des Canadiens français d'aller à l'étranger, faire des missions, bon. Mais n'empêche que lorsqu'on prend un peu de distance, qu'on regarde à froid l'héritage catholique, c'est pas un héritage positif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se fermer définitivement à la source catholique, à la source chrétienne, bien au contraire. Mais il faut trouver en le christianisme, un peu comme Ernest Gagnon-Fait, qui est un jésuite, qui faisait partie du clergé, mais qui cherchait, lui, il a emprunté différents chemins, le chemin de l'art moderne, le chemin des masques africains, mais c'est un homme qui a toujours été habité par la question de la transcendance. C'était un chrétien qui cherchait. Et je crois que, justement, l'expérience québécoise, une expérience souffrante, peut être l'occasion pour l'homme d'ici de renouer avec la part transcendantale de l'être humain. Et je pense que ça peut même être une chance, parce que c'est un héritage qui est vraiment disponible, un héritage archaïque qui est en nous, qui est véritablement vivant en nous,
même si on cherche à s'en distancier, même si on cherche à le nier, il est en nous. Hein. Ça paraît simplement par la langue qu'on parle, par les différents comportements qu'on peut adopter, les réactions, c'est encore très, très prégnant. Là. Donc, c'est une mémoire archaïque qui est en nous. Donc, et ça, écoutez, si vous mettez à la place, par exemple, de nations évidemment beaucoup plus riches, beaucoup plus avancées, qui ont une histoire beaucoup plus riche que la nôtre, les Anglais, les Français, en fait, les grandes nations, leur problème, des grands civilisés, c'est d'être justement, de ne pas avoir accès à la part vitale de l'existence. Ils sont tellement raffinés, enfin, sont un peu lorsqu'ils parlent souvent de déclin, hein, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont le pressentiment qu'il y a quelque chose de vital qui se dérobe en eux. J'ai l'impression, en vous écoutant, d'entendre Sioran sur les grandes nations qui n'auraient plus accès au fond vital. Oui, il y a un peu de ça. J'aime beaucoup l'approche vitaliste. Je pense que est tout à fait fondamentale. Et notre problème à nous, c'est que nous avons une mémoire archaïque, mais en même temps, nous sommes très peu vitalistes. C'est justement ce problème-là qu'il s'agirait de résoudre. C'est de reconnecter à la part archaïque de notre mémoire, réussir à la symboliser pour que l'homme d'ici puisse accéder à une plénitude, à la globalité de son être. Mais il rechigne, parce que c'est l'homme d'ici, quand même, comme disait Ernest Gagnon, un homme qui est dissocié. Il y a à la fois l'homme de la rue et l'intellectuel. Et l'intellectuel, c'est un peu l'archétype fixé par Roger Lemelin, qui est Ovid Plouffe. Hein? Donc, un intellectuel qui est une figure de l'impuissance, qui revient souvent dans la culture canadienne, française et québécoise, je pense qu'il est très exact. Des intellectuels qui palabrent. Et là, c'est pas un préjugé anti-intellectualiste, mais il y a un vrai problème vitaliste au cœur de la condition de l'intellectuel québécois. Quelqu'un qui n'arrive pas à accéder au réel créateur. Ils en sont eux-mêmes très conscients. Et lors, justement, qu'on met le doigt sur ce problème, c'est la colère, c'est la vindicte, c'est la hargne, justement, qui est la preuve, justement, qu'on touche à quelque chose de fondamental. Donc, ils n'arrivent pas à jouer leur rôle, hein, qui serait justement d'ordonner la personnalité collective, le versant intérieur de la personnalité collective. Hein. On a besoin d'avoir des archéologues de l'âme, on a besoin d'avoir des chirurgiens de l'âme, nous avons besoin de prophètes, nous avons besoin de poètes qui réussissent à mettre le doigt sur le monde intérieur, sur le chaos intérieur, ils réussissent à ordonner, à mettre de l'ordre. Hein. C'est le terme que j'emploie dans Voir leur monde avec un chapeau, mettre de l'ordre. Évidemment, des esprits simples ont vu là un appel autoritaire à la mise en ordre de la société par un régime très autoritaire. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir. Pour les gens qui savent lire, ont tout à fait compris que c'était une mise en ordre, hein, du monde intérieur. Hein. Mais je vous écoute, Carl Bergeron, et je me dis, je regarde cette société noyée dans l'impuissance, finalement. Une société qui ne sait pas quoi faire de ses héritages à certains égards, qui ne sait pas quoi faire de son expérience historique. Je pense à la figure de l'héritier aussi, c'est-à-dire, tantôt je parlais de la transmission de l'héritage, mais de l'héritier qui veut connecter avec cette culture, mais qui... lorsqu'on lui présente la culture qui est la nôtre, l'expérience historique qui est la nôtre, eh on l'invite finalement, si je vous entends, embrasser la culture québécoise, c'est d'abord avant tout accepter son impuissance, son inachèvement. Ce n'est pas une culture qui émancipe, ce n'est pas une culture qui redresse, ce n'est pas une culture qui élève, si je comprends bien. À quelles conditions, vous l'avez suggéré tantôt brièvement, mais à quelles conditions cette culture peut-elle devenir créatrice? Quelle rupture doit-elle faire? Et quelle proposition doit-elle porter pour être capable de devenir créatrice telle que vous le souhaitez? Alors, là, je corrige tout de suite. Il ne s'agit pas d'accepter l'impuissance, mais d'accepter de la regarder en face. Oui, bien sûr. C'est-à-dire accepter l'impuissance, c'est-à-dire nous regarder tel que nous sommes et non pas tel qu'on aimerait être. C'est la seule solution. Ça a toujours été, hein, c'est une formule que j'aime bien chez Bernanos, faire face. Ça a toujours été la seule solution. Alors, puis c'est beaucoup plus tonique de regarder les choses en face, même lorsque ça apparaît désespéré, que de se raconter des histoires. C'est là qu'est la véritable liberté humaine, c'est de regarder en face des choses, le désespoir en face, et pour le sublimer, le traverser. Et vous voyez, moi, par exemple, j'ai pas le sentiment, si Miron n'avait pas existé, de pouvoir faire ce que je fais en ce moment, d'être engagé dans cette recherche. Donc, il y a un travail qui se fait qui peut se faire par différentes générations, des générations qui conservent le respect, qui acceptent justement le fil d'intelligibilité de leur culture et qui suivent le filon, qui poursuivent une longue quête qui a été initiée par le devancier. Si vous regardez Hertel, Victor Barbeau, j'aurais pas eu envie de vivre dans leur milieu. Hein. C'est un milieu extrêmement pauvre. Parfaitement conscience en lisant ces auteurs que c'était des gens qui étaient dans une situation infiniment plus défavorable que la mienne.
Donc, mais je les lis quand même parce qu'ils me permettent justement de renouer avec ce fil d'intelligibilité dont j'ai besoin pour poursuivre cette quête et éventuellement pour la faire déboucher sur une solution créatrice. Il nous reste environ 2 minutes. Est-ce que vous auriez un dernier passage à nous lire d'une manière ou d'autre parmi les nombreux ouvrages que vous avez amenés? Est-ce qu'il y a une page que vous aimeriez nous faire connaître d'une manière ou de l'autre? Ben écoutez, là, je suis un petit peu trop dépourvu, fait que là, je feuillette en vous parlant. Bah, alors, je reformulerai la question autrement. Y a-t-il, parmi tous les auteurs dont vous nous avez parlé, attendez, l'un d'entre eux oui. qui mériterait d'être relu véritablement, qui heurte la conscience profondément, c'est-à-dire comment a-t-on pu passer à côté de cette œuvre, disons ça ici? Bon, il y en a deux qu'on a déjà cités, c'est Ernest Gagnon et Gilles Leclerc. L'homme d'ici, ça devrait véritablement être relu. Et Gilles Leclerc, Journal d'un inquisiteur. Franchement, il n'y a rien de plus subversif sur la conscience canadienne, française et québécoise. Mais vous avez un passage à nous lire avant de terminer cette émission? Oui, c'était un texte de Hubert Aquin, je pense début années 60. C'était avant qu'il publie prochain épisode. Et c'était repris dans un livre signé Fernand Dumont, Jean-Charles Falardeau. C'était en fait les actes d'un colloque sur la littérature Société canadienne française. Donc Hubert Aquin a écouté toutes les interventions, fait un commentaire, et ça dure 2-3 pages. Évidemment, je ne peux pas les lire. Est-ce qu'on a le temps? Ou... Vous avez le temps d'en lire un paragraphe, très certainement. OK. Voilà, alors Hubert Aquin, on parlait du thème de l'amour, et Hubert Aquin affirme, chose curieuse, le thème amour dans notre littérature appelle invariablement un thème correspondant, celui de l'incapacité d'aimer vraiment, celui du sacrifice de cet amour charnel au profit de l'amour de Dieu, celui aussi de la fuite éperdue, souvent mystérieuse, loin de la personne qu'on a décrite comme objet d'amour et de désir. Donc, vous voyez, alors à quel point c'est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre ces impasses historiques, ces impasses ataviques, parce qu'elles touchent à la condition humaine. Accepter de ne plus s'y intéresser, ce serait tourner le dos à notre propre condition humaine, parce que ce serait consentir à une condition humaine diminuée, où l'expérience de la spiritualité, l'expérience de l'amour, l'expérience de l'amitié serait toujours vécue à travers un prisme d'avilissement, un prisme diminué. Alors Karl Bergeron, sur ces paroles sévères, mais qui nous invitent néanmoins à lire ces œuvres nombreuses par lesquelles il nous sera possible de mieux comprendre la condition québécoise, je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous. Et au plaisir de lire le livre ou l'essai, ou à tout le moins tout ce qui sortira de cette méditation, de cette réflexion.